que David Morin de l'Université de Sherbrooke a accepté de participer à cette conférence, ainsi que M. Jean-Christophe Boucher de l'Université de Calgary. Vous avez tous les deux écrit de nombreux ouvrages et de nombreux articles sur le sujet, de la place du Canada justement dans les relations internationales. Je laisse d'abord la parole à David Morin, qui va nous parler un peu comment se positionne en général le Canada dans les relations internationales. Voilà, pour nous aider ensuite à comprendre les nouveautés d'aujourd'hui avec M. Jean-Christophe Boucher. Bon, bonjour tout le monde. Merci beaucoup donc à l'Alliance française de Calgary pour l'invitation. Donc je salue les gens qui sont là et mon collègue et ami Jean-Christophe Boucher, avec qui j'espère nous aurons beaucoup de désaccords susceptibles d'alimenter les discussions sur ce sujet-là. Donc écoutez, on m'a demandé de parler un petit peu donc du Canada dans le monde. Et donc j'ai pris comme point de départ évidemment la défaite assez récente du Canada pour obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. On se souviendra que pendant la première campagne électorale de Justin Trudeau, il avait fait campagne sur le retour du Canada dans le monde, sur la scène internationale. Et donc évidemment, 5 ans plus tard, cette défaite finalement du Canada pour obtenir un siège au Conseil de sécurité, la deuxième en 10 ans, puisqu'on se souviendra que le gouvernement Harper lui-même avait échoué contre le Portugal en 2010, est venu un peu en fait réalimenter le spectre du déclin du Canada dans le monde, un déclin qui est quand même été déjà largement pointé du doigt par les experts et les praticiens aussi depuis un certain nombre d'années. Donc, pour rappel, donc en juin 2020, le Canada arrive en 3e position dans son groupe, derrière la Norvège et l'Irlande. Et donc, évidemment, sonne le glas des espoirs du gouvernement canadien de revenir au Conseil de sécurité. Donc, comment est-ce qu'on peut un petit peu interpréter ça au regard de la place actuelle du Canada dans le monde? Je vais essayer de faire un peu rapidement le pont entre ça et puis finalement les déterminants de la politique étrangère canadienne. Donc le premier constat, à partir, ou en tout cas qu'on peut dresser, c'est que le Canada est bien une puissance moyenne dans tous les sens du terme, assez moyenne. Et donc, on s'est aperçu finalement que oui, le Canada a des capacités, il a des ressources, etc., mais que finalement, son action est largement limitée quand il agit de manière unilatérale et que sa capacité d'influence ici sur finalement le vote d'autres pays était somme toute assez limitée. Alors, le Canada a toujours, ou plus ou moins, ou depuis longtemps, été cette puissance moyenne, mais euh, au cours des décennies, il avait mieux tiré son épingle du jeu probablement à ce niveau-là. Alors, sans revenir trop dans l'histoire, on se souvient quand même de moments marquants comme les casques bleus d'Elester B. Pearson. On se souvient aussi de la lutte contre l'apartheid sous le gouvernement Mulroney. On se souvient plus récemment peut-être du traité sur les mines antipersonnelles qui avait été poussé par le gouvernement de Jean Chrétien. Donc finalement, des dossiers sur lesquels le Canada semblait exercer un certain leadership et entraîner avec lui un certain nombre de pays. Or, depuis 10 ou 15 ans, peut-être que dans la période de questions, on pourrait revenir, mais on n'a pas de dossier comme ça réellement qui nous viennent en tête sur lesquels le Canada finalement aurait un peu pris le lead, aurait été suivi par d'autres pays. Donc on n'identifie pas vraiment clairement le Canada à ce type de dossier-là. Donc si finalement on fondait assez peu d'espoir, dans une certaine mesure, sur le gouvernement de Stephen Harper, parce qu'on savait qu'il était extrêmement critique des institutions internationales et qu'il était un peu plutôt dans une position de retrait vis-à-vis de ces institutions internationales pour un alignement davantage, notamment sur les États-Unis, une espèce de repli continentaliste un peu. Ça a plus surpris finalement que le gouvernement Trudeau, au-delà des paroles de son discours, n'ait pas réellement réussi finalement à relever ce défi-là après 5 ans.
d'exercice du pouvoir, ce qui est quand même assez long. Alors on verra, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le Canada a échoué. Le deuxième constat, probablement, porte sur les déterminants de la politique étrangère canadienne. Et là, ces déterminants-là, on va y revenir, font peut-être qu'aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit que le Canada a plus besoin du monde que le monde n'a besoin du Canada. La meilleure façon de regarder ça, c'est de reprendre une carte et de regarder finalement la position géopolitique du Canada sur une carte. Alors, un pays sur une carte, ça bouge pas trop là. Le premier, évidemment, on s'aperçoit que si le Canada finalement a des éléments de puissance là, dans une logique réaliste, donc il a des ressources naturelles, il a des ressources humaines, il est une démocratie stable, un système financier en bonne santé, donc il aurait les éléments d'une puissance régionale. Le problème du Canada, probablement, c'est que finalement, il n'a pas de région sur laquelle il peut exercer cette influence-là. Au nord, c'est l'Arctique. Et au-dessous, bah, évidemment, ce sont les États-Unis. Donc le facteur américain pèse énormément, je pense, dans la façon dont le Canada se voit ou peut se positionner sur la scène internationale. Et c'est jamais simple de vivre aux marges de l'Empire, pour reprendre le titre d'un article de certains collègues à nous. Et le Canada, finalement, n'a pas le choix de s'accommoder de ça. Donc, il vit quand même une relation de dépendance vis-à-vis de l'ogre américain, une dépendance pour sa sécurité, une dépendance pour ses relations économiques, etc. Donc, dans une certaine mesure, je pense que le déterminant, le facteur américain, qui est le facteur X de la politique étrangère canadienne, continue de peser. Alors, le Canada avait pourtant eu 2 coups de semonce, en tout cas le premier, c'était le 11 septembre, qui avait rappelé au Canada qu'il y avait bien une frontière entre le Canada et les États-Unis. On l'avait oublié, on parlait toujours de la frontière la plus longue, la plus démilitarisée, la plus longue au monde. Mais finalement, on s'est rappelé que l'ami américain, quand son intérêt de sécurité nationale était en jeu, il était capable de se refermer. Puis évidemment, le deuxième coup de semonce à l'heure actuelle que le Canada vit, c'est l'arrivée de l'administration Trump, qui a ouvert quand même une période d'incertitude politique et économique, qui a largement accaparé le gouvernement canadien, et je dirais même quasiment dans les premières années, en fait, monopolisé la politique extérieure américaine. D'ailleurs, on a souvent expliqué que le changement de ministère, le changement de ministre aux Affaires étrangères, donc le départ de M. Dion et l'arrivée de Mme Freeland s'expliquait notamment par les connexions que Mme Freeland avait aux États-Unis. C'est évidemment pas la seule raison, mais c'était quand même une bonne raison. Donc, si vous voulez, dans les 2 cas, ces 2 coups de semonce, et puis finalement, ça c'est bien connu de tous les experts de la politique étrangère, soulèvent toujours la double question: quelle est la marge de manœuvre du Canada vis-à-vis de l'allié américain, et comment est-ce que finalement le Canada peut s'autonomiser vis-à-vis de, ou par rapport à cette dépendance vis-à-vis des États-Unis. Étant entendu d'ailleurs qu'on n'a pas beaucoup entendu les États-Unis appuyer la candidature du Canada pour l'obtention d'un siège au Conseil de sécurité. Autre élément ou déterminant de la politique étrangère canadienne qui me semble important de conserver à l'esprit, c'est le fait que le Canada est un État marchand. Le Canada et la prospérité des Canadiennes et des Canadiens dépend de ce qu'on vend. Donc finalement, et ça a fait dire à beaucoup de gens que la politique canadienne était peut-être d'abord et avant tout une politique commerciale. Je pense que on pourrait nuancer, mais c'est quand même vrai que la question du commerce est centrale dans la façon dont le Canada agit avec ses partenaires. Alors évidemment, par contre, là où le consensus s'arrête, c'est sur une puissance commerciale, mais qu'est-ce que le Canada doit exporter? Alors là, on connaît, il y a évidemment entre la région dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, donc l'Alberta, la Saskatchewan, donc toute la question du pétrole est évidemment un irritant majeur. Ici, de notre côté à nous, on essaye de vendre d'autres types d'énergie aux États-Unis. Du côté de l'Ontario, ça va être davantage tout ce qui est attrait à l'automobile, etc. Donc, on s'entend que oui, le Canada est une puissance commerciale, mais on a des intérêts qui peuvent être parfois divergents d'une région à l'autre sur ce qu'on doit vendre. Donc ça me semble être un autre élément important et un deuxième constat, si vous voulez, lié finalement à cette question-là. Alors, le Canada a donc besoin du monde. Est-ce que le monde a besoin du Canada? Peut-être.
encore faut-il, je pense, que le Canada euh, s'adapte finalement aux besoins du monde et n'essaye pas en fait finalement de coller les besoins à l'image qu'il a du monde. Donc ça, on y reviendra. Probablement que le Canada s'est pas assez préparé et aligné à ce à quoi ressemble le monde aujourd'hui. Je pense que Jean-Christophe insistera là-dessus. Troisième constat, euh, par rapport à cette défaite du Canada au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais plus largement à la politique étrangère canadienne, c'est que les idées et les valeurs comptent quand même aussi dans la politique étrangère du Canada. Euh, et finalement, la promotion de l'identité internationale du Canada, elle est motivée par un double objectif. D'une part, qui est se distinguer des États-Unis. Alors là, surtout quand l'administration est celle que l'on connaît actuellement, où le Canada essaye de montrer que finalement, il n'est pas la même chose que les États-Unis, alors que souvent, de l'autre côté de l'Atlantique, on perçoit parfois l'Amérique comme un tout assez homogène, le Canada et les États-Unis, par exemple aussi au sein de l'OTAN ou dans les alliances comme les Five Eyes, donc l'alliance de renseignement au sein de l'anglosphère. Donc, souvent, le Canada fait la promotion d'une espèce d'identité internationale pour essayer de s'autonomiser des États-Unis. Le deuxième élément important, évidemment, c'est que l'identité internationale du Canada a aussi un but de politique intérieure qui est finalement de assurer l'unité nationale au Canada. Donc, on essaye de trouver des mythes communs qui vont finalement pouvoir euh, rassembler le plus possible au Canada, notamment, on le sait, avec toute la question de l'indépendance au Québec. Et donc, ça a été important. Et il y a eu, évidemment, notamment au moment où M. Harper a décidé de promouvoir plutôt une nation guerrière, etc., beaucoup d'inquiétudes sur les conséquences que ça pouvait avoir finalement sur une espèce de promotion de la souveraineté du Québec. Ça n'a pas été le cas dans les faits. Il n'y a pas eu un regain finalement d'appétit pour la souveraineté, malgré les décisions de M. Harper en matière de politique étrangère. Bon, vous me direz, en fait, la politique étrangère compte finalement assez peu quand même dans l'opinion publique au moment de mettre le bulletin de vote dans l'urne, mais quand même. Donc, le constat ici, c'est que finalement, à l'heure actuelle, le gouvernement Trudeau avait fait notamment de cette question du siège au Conseil de sécurité un élément de promotion finalement de l'identité internationale du Canada, euh, et notamment aussi pour aller évidemment chercher des votes, et notamment au Québec, par exemple, quand il fait référence au maintien de la paix. La province québécoise, et Jean-Christophe a publié quelques articles là-dessus, soutient beaucoup le maintien de la paix des Nations Unies, ou l'image qu'il a du maintien de la paix des Nations Unies, parce qu'évidemment, les opérations de paix ont évolué vers quelque chose qui ressemble beaucoup moins à du maintien de la paix que à de l'imposition de la paix par la force, mais quand même, les Québécois notamment, ils ne sont pas les seuls, mais les Canadiens en général restent attachés au maintien de la paix. Donc, je dirais sur cette question de l'identité internationale du Canada, pour faire vite, elle oscille entre deux identités un peu différentes. Il y a l'identité internationaliste, libérale, qu'on connaît finalement assez bien, qui est donc un peu l'héritage de Pearson, où le Canada serait une puissance moyenne, promeut le libéralisme, attachement à l'ordre international, le droit international, le multilatéralisme, le maintien de la paix, etc., qui correspond en fait finalement à ce qui a longtemps dominé la politique extérieure du Canada, que ce soit les libéraux ou même les conservateurs progressistes qui étaient attachés à cette image-là. Et puis, dans les dernières décennies, on a vu une autre identité apparaître qu'on a qualifiée de néocontinentaliste, qui est une vision où le Canada est plus une puissance peut-être prépondérante, avec, on insiste plus sur ses ressources, on insiste plus sur la stabilité de son système financier, etc. On insiste surtout sur l'économie, évidemment, canadienne. Continentaliste au sens où on pense que le Canada doit quand même surtout se concentrer sur l'Amérique. Euh, et il y a eu quand même un élément aussi d'idéologie, évidemment, toute la question de la clarté morale, de l'usage de la force, etc. La nation guerrière qui correspond quand même plutôt au courant conservateur ou néoconservateur qu'on connaît. D'ailleurs, beaucoup au niveau des chercheurs qui appuient, c'est ce qu'on appelle l'école de Calgary,
donc elle n'est pas très loin de chez vous. Et donc, on l'associait beaucoup, évidemment, au gouvernement Harper. Je pense que M. Scheer confirmait ça. Donc là, on verra avec le nouveau chef s'il va être dans le même credo ou s'il va changer. Donc, ce qui me semble intéressant ici, c'est qu'on pensait que les années Harper avaient changé en profondeur finalement l'idéologie et qu'on était passé vraiment de l'internationalisme libéral au néocontinentalisme. Mais avec l'élection de Trudeau, et puis dans les dernières années, on s'est aperçu finalement qu'il n'y avait pas eu un si grand shift et que l'internationalisme libéral restait quand même présent chez une partie des Canadiens. Alors évidemment, ce qui est un peu pas inquiétant, mais problématique, c'est qu'on voit qu'il y a une forme quand même de régionalisation de ces idéologies-là. Et donc, à l'Est, nous, on va avoir tendance à être peut-être plus internationaliste libéral, là où l'Alberta, la Saskatchewan va être plutôt plus néocontinentaliste. Et donc, il y a quand même eu un espèce de schisme qui s'est créé. Cela dit, au-delà de ces divisions-là, et puis je surveille le temps, au-delà de ces divisions-là, on s'est quand même aperçu que c'était surtout des cadres conceptuels et que même le gouvernement Trudeau, par exemple, avait quand même emprunté des éléments du néocontinentalisme en faisant, par exemple, des États-Unis une priorité absolue de sa politique étrangère, ou alors sur les questions de sécurité et de défense, en emboîtant le pas quand même aux décisions du gouvernement Harper, qui lui-même, en fait, avait emboîté le pas dans une certaine mesure aux décisions du gouvernement de Paul Martin. Donc là, il y a quand même une forme de continuité dans une certaine mesure. Deux facteurs importants qui me semblent nécessaires de souligner, qui sont plus des facteurs internes, mais qui vont aider à comprendre peut-être la façon dont la politique étrangère canadienne a évolué. Le premier, c'est une centralisation au niveau du bureau du Premier ministre, du bureau du Conseil privé. Donc, on a eu dans une certaine mesure, à mon avis, une politisation croissante de la politique étrangère canadienne sur une base partisane, assez souvent. Et peut-être que euh, ça a par exemple érodé les capacités du ministère des Affaires étrangères, finalement, de produire des visions à plus long terme de ce que devrait être la politique étrangère canadienne. Et un bon exemple de ça, c'est que le Canada a emboîté le pas pour commencer sa campagne pour un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies il y a 5 ans seulement, là où la Norvège, le Portugal avaient commencé il y a 10 ans. Donc finalement, on a vu que suite à l'échec du gouvernement Harper, bah là, il y a quand même eu une espèce de vacuum où on a arrêté d'essayer de penser à une stratégie pour obtenir un siège au Conseil de sécurité. Donc on voit ici que souvent, malheureusement, la politisation trop importante, politisation au sens de partisanerie, peut nuire finalement à une vision à long terme. Un autre élément important, probablement, qui peut expliquer la politique étrangère canadienne, ou en tout cas des influences, c'est que il y a eu beaucoup de pression au niveau, par exemple, des communautés ethnoculturelles, qui est aussi une conséquence de la partisanerie excessive, où finalement on essaye pour plaire et obtenir le vote de telle ou telle communauté, on va essayer de faire des gestes au niveau de la politique extérieure euh, qui vont finalement nous permettre d'obtenir le soutien. Alors les exemples ne manquent pas, évidemment, toute la question des communautés canado-ukrainiennes dans la politique russe, toute la question des communautés sikhs vis-à-vis de la politique indienne, toute la question des communautés juives dans la politique israélo-palestinienne notamment. Donc, mais même on pourrait citer par exemple Haïti au Québec, les communautés haïtiennes, donc la posture vis-à-vis de Haïti suite au tremblement de terre, etc. Donc on a eu souvent des prises de position qui étaient parfois, comment est-ce que je pourrais dire, opportunistes plutôt que réfléchies sur le long terme. Quatrième et avant-dernier constat, la question des objectifs diversifiés de la politique étrangère canadienne. Et c'était une question qui nous était posée dans la préparation. Donc, j'ai cité les questions des relations commerciales. Je pense qu'on se souviendra que, ou en tout cas, par exemple, dans l'énoncé de politique internationale de Paul Martin, en 2005, il y avait 4 grands axes. Et pourquoi je cite cet énoncé? C'est le dernier énoncé de politique internationale du Canada qui vraiment englobe les différents secteurs de la politique extérieure canadienne. Donc c'est 2005. Ça veut dire qu'il n'y a plus eu de livre blanc réellement sur la politique étrangère canadienne. Il y a eu quelques adresses, il y a eu évidemment un énoncé de politique de défense, il y a eu la politique féministe d'aide au développement de la ministre Bibeau récemment, qui est annoncée sectorielle, mais il n'y a pas eu
vraiment de grands livres blancs qui finalement regroupaient une vision générale de la politique étrangère canadienne depuis 2005. Ce qui, à mon avis, quand même en dit long sur le fait qu'il y a moins de direction et de lisibilité de ce que veut faire le Canada sur la scène internationale. Donc, outre les questions commerciales, j'y reviendrai pas, il y a évidemment la diplomatie. Donc, le Canada, et ça, évidemment, c'est dans ses intérêts, c'est de contribuer à l'ordre international, aux forums multilatéraux, que ce soit les Nations Unies, le G7, le G20, la francophonie, le Commonwealth, l'Organisation des États américains, l'APEC. Et le Canada, parce que c'est un pays immense, joue dans la plupart des forums internationaux. Il est présent dans la plupart de ces forums-là. Donc, on pourrait dire dans une certaine mesure qu'il essaye finalement d'y jouer un rôle. Donc, on parlerait peut-être plus d'une diplomatie de rôle qu'une diplomatie de rang, un peu à l'instar de ce qui est devenu la France au cours des dernières décennies, plus à essayer de faire la différence sur certains dossiers. Reste que souvent le Canada, et si ça explique pourquoi le Canada appuie le multilatéralisme, souvent le Canada a quand même été taxé un peu de ce un peu comme au restaurant, là, de se lever et de partir aux toilettes au moment où il faut payer l'addition. Donc, d'essayer un peu de profiter de ces forums multilatéraux pour finalement démultiplier sa puissance ou essayer finalement d'avoir plus d'écho, mais pas toujours de payer. Et ça a été notamment le reproche qui lui a été fait par l'administration américaine. Le Canada n'était pas le seul, vous me direz, mais au sein de l'OTAN pour ne donner que cet exemple-là. Donc, la question de la diplomatie canadienne, à mon avis, reste quand même un enjeu majeur et un objectif de politique étrangère. Sur la question de la sécurité, qui est un troisième axe, ça oscille entre l'importance de la défense continentale, qui est finalement l'objectif second du Canada quand on parle après juste de la défense du pays, et sa contribution à la sécurité internationale. Donc le Canada a participé quand même de manière assez significative en Afghanistan au cours des dernières années, enfin en fait 2010 et après, enfin 2007, 2005, 2000, jusqu'à la décennie qui a suivi, pardon, 2005 à 2015. Sa contribution au maintien de la paix est restée extrêmement modeste, n'en déplaise à ce que le gouvernement Trudeau annonçait. Donc on a fait une petite mission au Mali. Ça a pris 3 ans à se décider. Finalement, on a juste déployé quelques hélicos et puis des troupes pour faire de l'évacuation médicale. Et quand on nous a demandé de prolonger, on n'a pas vraiment dit oui. On est resté un peu, mais comme c'était les élections qui s'en venaient, on préférait pas prendre de risques. Donc finalement, la contribution du Canada, je pense qu'elle a été utile. Euh, pour en avoir parlé avec des gens de la MINUSMA, elle a été utile. Mais on ne peut pas dire qu'elle ait été significative ou qu'elle ait vraiment fait une différence ou permis au Canada, si vous voulez, de revenir de manière importante dans le maintien de la paix des Nations Unies. Or, probablement que quand vous postulez un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, ça aurait été un argument de taille que le Canada soit vraiment présent dans une mission de paix. Il a souvent dit non au cours des dernières années. Il a contribué aussi à la lutte au terrorisme, évidemment, en Ukraine, en Russie, en Lettonie, enfin bref, on connaît ces dossiers-là. Puis le dernier élément, le dernier axe, c'est la question des droits humains, du développement, donc la question un peu plus peut-être de ce qu'on pourrait penser l'altruisme, en tout cas l'altruisme intéressé, mais là aussi, le Canada n'a pas vraiment fait la différence, il n'a pas vraiment augmenté les budgets de l'aide publique au développement, il est encore très très loin du 0,7% du PIB. Au niveau des droits humains, on n'a pas vraiment beaucoup dénoncé l'Arabie saoudite au chapitre des droits humains, que ce soit l'assassinat de Khashoggi ou la politique saoudienne au Yémen, etc. Donc on ne peut pas dire, si vous voulez, qu'à mon avis, il ait fait une grande différence là-dessus. Au point de vue de l'environnement aussi, le Canada, ça donne un peu l'impression qu'il parle des deux côtés de la bouche. Souvent, donc il prend des énoncés de principe, mais il ne suit pas vraiment ensuite, ça ne se suit pas de gestes concrets. Et je pense que même s'il a soutenu davantage les petits États insulaires pour la campagne, pour un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, ceux qui vont être directement impactés par les changements climatiques et rapidement, peut-être qu'il a gagné quelques voix, mais pas assez. Donc, si vous voulez, voilà un peu sur toute la question du multilatéralisme. Pour terminer, les amis du Canada. Les dernières années ont quand même été marquées par des relations dégradées avec un certain nombre de pays. La Chine, on est encore à l'heure actuelle dans une relation extrêmement compliquée avec la Chine.
et pas seulement pour l'affaire Huawei, hein, c'était déjà quand même dans le ciel depuis un certain temps. On se souviendra que le gouvernement Harper avait pris des positions de principe au moment où il était arrivé, ce qui lui avait valu d'être tensé par le gouvernement chinois. Et puis finalement, il avait compris que c'était compliqué, donc après, il s'était un peu rattrapé. On ne s'attendait pas à ce que ce soit si compliqué sous le gouvernement Trudeau. Avec l'Inde aussi, ça ne s'est pas très très bien passé. Finalement. Avec la Russie, évidemment, non plus. Bon, là, vous me direz, le Canada n'est pas non plus le seul pays à avoir des soucis avec la Russie, mais quand même. Avec l'Arabie Saoudite, alors qu'on avait un contrat 10 milliards de dollars sur des ventes de blindés, qui est un peu une épine dans le pied sur la question des droits humains, on a quand même réussi aussi à se froisser avec l'Arabie Saoudite. Alors vous me direz, bon, on peut vivre avec le fait d'être froissé avec ces pays-là, mais ça n'a certainement pas aidé la cause du Canada au moment du vote au Conseil de sécurité. Moi, ce que je trouve plus embêtant, c'est les amis ou les alliés du Canada. Donc, je disais tout à l'heure, on n'a pas beaucoup entendu les États-Unis. Euh, Au niveau européen, bon, on comprend, l'Europe a probablement d'abord facilité le vote de la Norvège et de l'Irlande, qui sont ses alliés et ses amis, mais là aussi, on n'a pas beaucoup entendu d'appui. Alors peut-être que vous me direz, ça s'est négocié dans les couloirs. On se souvient que notamment au moment où le Canada n'a pas réitéré la candidature de Michaël Jean à la francophonie, certains ont pensé qu'il y avait peut-être eu une petite négociation qui s'était faite notamment avec la France à ce moment-là, mais dans les Amériques non plus, qui serait un peu la région naturelle peut-être du Canada, on n'a pas vu beaucoup d'appui. En Afrique, à mon avis, c'est le meilleur exemple hein, où le Canada a complètement perdu pied depuis 15 ans pour y être allé assez souvent. À une autre époque où le Canada, on reconnaissait ce drapeau-là du Canada, notamment au chapitre du maintien de la paix, etc. Aujourd'hui, alors le Premier ministre est bien allé faire un tour, le ministre Champagne aussi, mais probablement trop peu, trop tard, en dépit finalement de la présence de nombreuses compagnies minières canadiennes qui extrait quand même beaucoup de richesses. Donc probablement qu'on a raté un peu aussi cette question-là de nos alliés africains qui pèsent quand même plus que 50 votes au Conseil de sécurité des Nations, par exemple à l'Assemblée générale des Nations unies et qui votent quand même assez souvent en bloc. Je pense qu'on a raté. Donc en conclusion, je l'avais dit, je pense que le Canada n'a pas tout mal fait. Le gouvernement Trudeau n'a pas du tout mal fait, notamment à la faveur de la pandémie. Il a été extrêmement proactif, par exemple, sur la question d'un virus pour tout le monde. Il a passé sa campagne en mode Zoom. Et donc, il a fait beaucoup de choses. Moi, je pense aussi que la politique féministe, si on exclut peut-être des fois le qualificatif qui peut heurter certains pays, c'est quand même traduit par de l'argent sur toute la question de la santé des femmes et des jeunes filles, notamment sur la question de la, la, la santé sexuelle, etc. Donc je pense qu'ils ont fait quand même un certain nombre de bons coups, mais définitivement, ça n'a pas suffi. Et je crois que on ne peut pas finalement, le Canada ne peut pas se contenter de vivre sur son passé et d'essayer de réifier ce passé à grand renfort de déclarations, en disant oui, vous vous souvenez, Pearson, etc. Je pense que là, aujourd'hui, ses alliés attendent plus de lisibilité, de mieux comprendre ce qu'est sa position, mais aussi qu'il livre finalement, dans une certaine mesure, la marchandise. Le Canada a bonne réputation, mais la réputation ne suffit plus aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il est un peu urgent, si vous voulez, que les affaires étrangères retrouvent le rôle qui était le leur, qui est celui de donner une direction claire, finalement, qui soit adaptée au monde et qui trouve finalement la nouvelle place du Canada dans un monde qui a changé, mais un monde tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Et finalement, je dirais qu'on a aussi, nous, une part de responsabilité là-dedans, nous étant les citoyens. Malheureusement, la politique extérieure occupe une part beaucoup trop réduite, à la fois dans les médias, dans l'opinion publique, dans les campagnes électorales. Donc finalement, on laisse des blancs-seings ou des chèques en blanc, pardon, au gouvernement pour aller dans un sens ou dans l'autre. On ne montre pas que c'est important pour nous, les citoyens, alors que les gestes qui sont posés par le Canada le sont au nom de ses citoyens. Donc je crois que c'est majeur qu'on on accélère aussi le processus de démocratisation de la politique étrangère canadienne et qu'il y ait une réelle
interaction entre le gouvernement canadien, du reste les provinces également. On le sait que le système fédéral canadien fait en sorte, et puis je l'ai décrit tout à l'heure, les intérêts régionaux sont parfois différents, et ça a un impact sur la politique étrangère canadienne. Donc je pense que cette multiplicité d'acteurs, cette richesse d'acteurs-là devrait concourir dans les prochaines années à élaborer les grandes lignes, une direction beaucoup plus claire sur ce que devrait être la politique étrangère du Canada. Donc voilà, je pense que j'ai fait mes 30 minutes pile. Je les ai fait d'un seul tir de missile, mais voilà. Merci beaucoup. Merci, David. Donc, je pense que je vais essayer de continuer où David a terminé. C'est-à-dire que qu'est-ce que devrait être cette nouvelle politique étrangère-là et comment penser le renouveau de la politique étrangère dans un monde et un 21e siècle qui est différent des dernières 70 ans. Je pense que David et moi sommes de ceux qui croient que le gouvernement canadien devrait faire un exercice de réflexion profond de sa politique étrangère, devrait redévelopper et tenter de réécrire un document de politique étrangère et qui au moins permettrait de donner une direction à la politique étrangère. Moi, à chaque fois que je réfléchis à la politique étrangère canadienne sur les dossiers comme la Chine, les États-Unis, la Russie, à chaque fois, je me dis, mais c'est quoi notre politique étrangère sur la Chine? Vraiment, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un, quelque part, peut me dire quelles sont les priorités, quels sont les objectifs et comment on essaie de faire ça? Est-ce qu'on a une politique étrangère pour les États-Unis? Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Et il n'y a pas cet exercice-là au sein du gouvernement ni des partis politiques. Il n'y a pas cet exercice-là qui se fait non plus à partir du ministère des Affaires étrangères, un peu au niveau du ministère de la Défense. Et comme David le disait, ça a un impact assez important également sur la démocratisation de la politique étrangère, dans la mesure où tout exercice de réflexion de politique étrangère n'est pas seulement une façon de délimiter les objectifs et les stratégies pour atteindre ces objectifs-là, mais c'est également un exercice de communication politique, c'est un exercice d'interaction et de démocratisation avec la population canadienne à dire voici ce qu'on devrait faire, voici comment on devrait interagir là. Dans ce contexte-là. On se targue et on se plaint souvent que les Canadiens ne sont pas vraiment intéressés à la politique étrangère. C'est vrai, mais le gouvernement canadien ne s'intéresse pas beaucoup à savoir ce que les gens pensent de la politique étrangère. Ils ne s'intéressent pas à ça. Ils n'interagissent pas de façon proactive avec la population canadienne. Par exemple, on n'a pas, depuis presque 20 ans, on n'a aucun sondage d'opinion publique de fond sur qu'est-ce que les Canadiens veulent sur la politique étrangère. On a des petites bribes en défense, en aide au développement, des fois sur l'Afrique. Les partis politiques ont certaines fois, mais il n'y a pas vraiment de données, vraiment d'une réelle richesse de réflexion sur ces enjeux-là. Ce que ça donne une politique étrangère sans voile, ça donne une politique étrangère qui s'en compte pas, qui ne sait pas où ce qui s'en va et qui fait du surplace et qui essentiellement est réactif et surpris. Moi, ce qui m'étonne toujours du gouvernement canadien, c'est à quel point ils sont surpris. Ils font des trucs et là, tout d'un coup, ils se surprennent. Ils vont en aide, ils se surprennent que les Indiens ne sont pas particulièrement enthousiastes. Ils tweetent sur les médias sociaux de l'Arabie saoudite. Et là, ils sont surpris que le gouvernement du Royaume de l'Arabie saoudite riposte et retire ces gens. Ils font des déploiements en Afrique et là, ils sont surpris qu'ils n'ont pas l'importance qu'ils pensaient avoir. Et ce moment de surprise, pour moi, se traduit en fait d'une certaine façon à ce qu'on ne sait pas où on s'en va et on ne sait pas comment le faire. Et donc, je me base sur cette question-là, à savoir, bon, OK, on doit réfléchir à la politique étrangère canadienne et comment on devrait le faire. Et là, David a mis la table vraiment sur les fondements des dernières 70 ans de la politique étrangère canadienne, qui étaient en fait sur deux stratégies et le gouvernement canadien faisait généralement les deux en même temps en oscillant entre les deux. D'une part, l'internationalisme libéral qui mettait l'accent sur l'ordre libéral international.
qui a été mise en place après la Seconde Guerre mondiale par les Américains, et par le Canada et par les alliés européens, et qui essentiellement se basait sur 3 grands piliers. La gestion multilatérale des enjeux internationaux avec les organisations internationales. On va faire les choses en groupe. On va essayer de développer un développement du droit international en groupe. La libéralisation des marchés, la libéralisation du commerce. On va maximiser les transferts et les relations commerciales entre les pays et la libre circulation des gens et l'expansion des droits humains à travers le monde. Et donc, le Canada a, dans une large mesure, bénéficié de ces moments-là, qui étaient, dans une large mesure, payés par les États-Unis. Les États-Unis gardaient et maintenaient et payaient largement pour le maintien de cet ordre international-là avec les Européens et, d'une moindre mesure, le Canada. Et ça nous permettait, au moins les Canadiens, de jouer un rôle important de faire valoir ces objectifs-là. Et que lorsqu'on écoute le gouvernement Trudeau, et lorsqu'on écoute, et si on regarde O'Toole, et l'équipe de O'Toole ont publié récemment un article dans le Globe and Mail sur les priorités d'une politique étrangère conservatrice, et ils reviennent toujours sur cette idée-là. Le Canada doit participer au maintien de l'ordre international, ce qui s'appelle le Rule-Based International Order. Essentiellement parce qu'ils disent que ça correspond et ça bénéficie au Canada. Ils ont quand même raison. L'autre penchant, l'autre pendant était vraiment cet allié américain. Le Canada ne peut pas vraiment se dissocier aisément et s'autonomiser facilement de l'influence américaine. Comme David l'a dit, c'est 75% de notre commerce. Dans une large mesure, il protège le continent américain et c'est très difficile pour le Canada de se dissocier de cette relation-là. Le problème aujourd'hui, et ça a été, ces 2 penchants-là ont été très bénéfiques pour le Canada. On a réussi à avoir une portée et une importance dans le système international qui était au-delà des ressources qu'on y mettait. Aujourd'hui, à mon sens, ces 2 penchants-là s'effritent. Ils ne sont pas éliminés, mais ils s'effritent. D'une part, sur l'ordre international, ce que l'on voit, c'est que ce n'est pas exactement clair qu'il y a une volonté à l'international de maintenir l'ordre libéral international au moins dans la mouture et la structure de ce qu'on a vu derrière les dernières 70 ans. On voit un gouvernement américain, Trump, oui, mais ça a commencé avec Bush fils, et même avec Obama et avec Trump, une volonté de réduire lentement mais sûrement l'intégration américaine dans l'ordre international. Bush fils mettait l'accent sur l'unilatéralisme, un rejet un peu des institutions onusiennes. Obama parlait de soyons des leaders, mais par en arrière. On veut que les alliés fassent plus. Trump, en fait, là, c'est une attaque en bonne et due forme et frontale à tout l'ordre international, l'ONU, l'OMS, l'OMC et tout. Et si l'on regarde un peu ce que Biden semble dire, et on va revenir à un Obama 2.0, les États-Unis veulent être moins engagés dans le monde, ils veulent moins soutenir financièrement le monde, ils veulent que les alliés fassent leur part, le Canada, et donc une volonté de se désengager du monde et de se désengager de l'ordre international libéral. C'est pas clair que la structure qu'on a du système international va survivre à un retrait du parrain de cet ordre-là. Quand le parrain meurt ou décide de donner la bague à un autre, la mafia et la structure commencent à bouger et changer rapidement. En contrepartie, et avec ça, ce que l'on voit, c'est qu'on voit une montée en puissance des challengers et des États qui remettent en cause cet ordre libéral international. La Chine commence de plus en plus à dire « Nous, cet ordre-là, on n'est pas d'accord, on veut d'une certaine façon avoir plus d'importance au niveau international, on veut restructurer les relations internationales d'une façon qui reconnaisse la puissance de la Chine. » Même chose au niveau de la Russie, qui lentement mais sûrement, après
après les désarrois du post-soviétique, maintenant reviennent à une conception très géographiquement localisée d'une Russie plus, un meilleur engagement au Moyen-Orient, un meilleur engagement dans l'Europe de l'Est, repousser l'ordre international libéral. On voit également plusieurs pays régionaux le Brésil, l'Inde, le Nigeria, l'Australie, qui eux aussi commencent à dire, ben nous, on veut une place dans le monde, on veut également pouvoir faire valoir nos objectifs et nos intérêts, et donc reconsidérer le monde. Et donc, il y a vraiment cette perte de déclin américain, montée en puissance et montée des défis des États, comment on va dire, qui remettent en cause et qui repoussent ce système-là. Avec ce problème-là, on a également au niveau des pays européens et des pays démocratiques, comment on pourrait dire, un effritement du support ou de l'appui à ce monde-là. On pense ici à la montée du populisme en Europe de l'Est, mais également d'une moindre mesure au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine. Et ce que l'on voit en France, en Angleterre. Et ce qu'on voit avec ce populisme-là, c'est également au niveau international, c'est une attaque en bonne et due forme, d'une part de la gouvernance internationale. Tous les groupes populistes au monde ont toujours cette tendance à vouloir dire, ben, nous, on ne veut pas que les États ou d'autres organisations nous disent comment gérer nos relations internationales. Pour l'Angleterre, c'est les institutions européennes. Pour la France, en fait, pour les républicains, c'est également les institutions européennes. Les Gilets jaunes, c'est la même chose. D'une certaine façon, on veut un retour au protectionnisme économique. On veut que les gouvernements protègent ces groupes au sein des États qui ont fait les frais de la globalisation. Il y a également lentement une montée du nativisme et d'un rejet de l'immigration. Et donc, même à l'intérieur de nos propres démocraties, il y a une attaque en règle contre les piliers de l'ordre international libéral qui est le libéralisme économique, la libre circulation des gens et également la gouvernance internationale. Et donc, même au niveau de nos propres gouvernements, il y a cette timidité lentement de protéger cet ordre libéral international. Ce qui veut dire que c'est, d'une certaine façon, on est en crise à un certain niveau. Tous ceux qui protégeaient et qui essayaient de promouvoir l'ordre international libéral ne le font plus. Il y a cette montée en puissance. Et donc, le Canada, qui, lui, se targue à vouloir protéger cet ordre international libéral-là, comme puissance moyenne, se retrouve sans alliés et essentiellement essayer de protéger un monde qui lui a été bénéfique, mais qui est disparu. D'une certaine façon, les Canadiens encore n'ont pas réalisé que le monde change rapidement et que, d'une certaine façon, on ne pourra pas revenir peut-être à ce qu'on avait des dernières années. Au niveau continental, le réflexe des Canadiens aurait été de se retourner vers les Américains et de dire, OK, l'ordre international s'effrite, on perd en puissance, mais si on se rattache aux États-Unis, on va au moins protéger d'une certaine façon nos arrières. Et même là, on se retrouve à avoir un collègue et un voisin qui est de moins en moins ouvert et généreux envers son voisin du Nord. Et ça, on voit ça depuis, dans le fond, d'une certaine façon, depuis Bush fils. On se souvient, les Canadiens ont été complètement abasourdis que le premier voyage que Bush fils a fait lorsqu'il a pris la présidence était au Mexique. Pour la première fois depuis 100 ans, la première chose que le président américain faisait généralement, c'est d'aller à Ottawa. Et là, pour la première fois, il allait au Mexique. D'une certaine façon, pour démontrer que l'importance pour les Américains ou le voisin important pour les Américains, c'est le Mexique, qui est beaucoup plus gros, qui a un problème de commercial important, d'immigration. Et donc, Bush est allé au Mexique. Obama, quel premier pays est allé, son premier voyage international? David? Obama? Ça a été Mexique. Obama est allé au Mexique et pas venu au Canada. On a fait
On a accueilli Obama à grande pompe au Canada. On lui a vendu des biscuits en forme de fleurs d'érable. Il adorait ça, mais il est allé au Mexique. Trump, lui, est allé nulle part. Fait que ça, dans le fond, ça ne change rien. Et donc, d'une certaine façon, au niveau américain, on a de moins en moins cet avantage de bienveillance américaine pour les considérations canadiennes. Au niveau du commerce, ça veut dire quoi? Au niveau du commerce, ça veut dire blocage des pipelines albertains. Ça veut dire également incapacité de vendre notre bois du BC. Ça veut dire également montée du protectionnisme sur l'aluminium et l'acier en Ontario et au Québec. Et si on lit le programme économique d'un futur président Biden, on voit également une volonté de mettre l'accent sur un protectionnisme et une économie nationaliste. Et donc, on ne reviendra pas à un commerce international important. Donc, on se retrouve à un géant américain pour qui le Canada, c'est moins important, qui va de plus en plus protéger sa population, il va protéger son commerce interne, il va écouter de plus en plus à ses différents stakeholders domestiques pour faire valoir les choses et qui ne se souciera pas beaucoup du Canada. Et donc, le Canada se retrouve d'une certaine façon sans avenue normale, c'est-à-dire sans stratégie naturelle pour nous de soit aller vers l'internationalisme libéral, soit aller vers le continentalisme ou le néocontinentalisme. Ce qui veut dire pour le Canada un moment, à mon avis, très important et très dangereux et très charnière dans sa réflexion sur la politique étrangère. Comment, dans le fond, revenir et repenser ces enjeux-là. Et je pense que, et dans ce contexte-ci, je pense que ce que David disait est assez juste. C'est-à-dire que le Canada doit maintenant de plus en plus tenter de diversifier sa politique étrangère, trouver des alliés clés au sein de l'ordre international avec qui le Canada peut interagir de façon bilatérale sans avoir cette disparité de puissance qui est importante, mais en même temps de mettre l'accent sur ces relations-là. Pendant longtemps, le Canada a eu la capacité de surfer sur sa réputation, de sous-investir dans sa politique étrangère, tant au niveau de l'aide internationale que sa défense, que sa diplomatie, et dans le fond, de réussir à rester à un certain niveau. Il y a une farce en aide internationale canadienne qui dit toujours que le Canada essayait d'avoir le plus de drapeaux dans le plus de pays possible. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Je pense que sur le site web du gouvernement canadien, on voit qu'on dit que le Canada a ses drapeaux dans 134 pays dans le monde et qu'on distribue de l'aide internationale dans 134 pays ou 135 pays, plus ou moins. Et c'est une source de fierté. Ce qu'on ne dit pas, par contre, c'est que dans certains cas, c'est 5 000 $ donnés par l'ambassade du Malawi et donc, pouf, ça tombe pour être un programme d'aide. Et on se retrouve, dans le fond, que beaucoup de ce programme d'aide-là, il n'est pas vraiment concentré et n'a pas vraiment d'impact. Et donc, dans ce contexte-ci, ce qu'on pense qui pourrait être une bonne stratégie, c'est de vraiment d'aller chercher des partenaires cruciaux et d'investir massivement dans ces relations-là. Dans le fond, d'arrêter de tenter le buffet et de mettre l'accent sur 3-4 plats et d'améliorer ces relations-là. Ce que ça veut dire, par exemple, de mettre l'accent sur certains pays qui correspondent et qui ont des relations importantes pour le Canada. Comme quoi, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie en Asie. En Amérique, le Chili, le Mexique. En Europe, la France, l'Allemagne sont des partenaires cruciaux. En Afrique, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et donc, dans le fond, de réinvestir massivement dans ces relations-là et peut-être désinvestir d'une certaine façon dans le style buffet de politique étrangère et de maximiser son impact et ses relations avec ces pays-là. En espérant d'une certaine mesure que l'on puisse avoir une influence avec ces pays-là.
d'une certaine façon. Et ce qui nous pose, ce qui nous force vraiment à réfléchir sur les intérêts du Canada en politique étrangère. Et ici, ce n'est pas une réflexion que les Canadiens sont habitués à faire et on a tendance à vouloir mettre l'accent sur plein de trucs. Et ici, je crois qu'essayer de réfléchir aux intérêts nationaux canadiens nous permet, dans le fond, de prioriser et de mettre l'accent sur certaines stratégies. À mon sens, il faut faire un exercice en deux étapes. D'une part, il faut réfléchir aux intérêts immédiats canadiens, c'est-à-dire quels sont les enjeux, les défis, les points importants du Canada à court terme et comment développer des stratégies qui mettent l'accent sur ces intérêts à court terme-là. Et c'est des intérêts qu'on ne pourrait pas sacrifier pour d'autres intérêts. Et après ça, de réfléchir aux intérêts à long terme du Canada et, dans le fond, de mettre en place des stratégies et des ressources pour ces à court terme et long terme. Ce que j'appellerais narrow self-interest puis broad self-interest. Et ils ne sont pas les mêmes et souvent le Canada a tendance à confondre les deux. Au niveau des objectifs à court terme et qui sont plutôt centrés sur nos objectifs égoïstes, on a quoi? La prospérité économique canadienne. Les Canadiens s'intéressent à la politique étrangère aussitôt que ça a un impact négatif sur leur portefeuille. Et ça, tous les gouvernements canadiens le comprennent. Et c'était en fait la politique étrangère de Stephen Harper, mais c'était également la politique étrangère de Justin Trudeau, d'essayer de mettre l'accent sur ces relations commerciales. Pendant longtemps, la stratégie était en fait de signer des accords de libre-échange avec les pays, dans le fond, de faire en sorte qu'on libéralise le plus possible ces relations-là. Ces accords de libre-échange-là, de plus en plus, font face à des courants et des pressions protectionnistes importantes à tous les niveaux. Aux États-Unis, l'encre du nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis n'est pas encore sèche, que déjà le gouvernement Trump met des tarifs sur l'acier et l'aluminium, et donc on doit renégocier certaines dispositions. L'accord de libre-échange avec l'Asie est encore en train d'essayer de se développer, mais on trouve que c'est assez long et les choses n'avancent pas rapidement. Au niveau de l'Europe, à chaque fois, le gouvernement canadien dit « Youhou, on a signé un accord de libre-échange avec l'Europe » et là, on apprend par exemple que Chypre décide de vouloir mettre des bâtons dans les roues de l'accord de libre-échange parce qu'un fromage chypriote devrait être protégé. Et donc, on a affaire vraiment à cette entité bizarre qui est l'Union européenne et à savoir vraiment comment interagir au niveau des accords de libre-échange avec l'Europe. Ce qui est intéressant avec l'Union européenne, et je fais partie de certains groupes qui vont en Allemagne, c'est que les Européens apprennent autant de leur système européen, d'institutions européennes, que les Canadiens à travers ces relations-là. Par exemple, quand les Canadiens ont négocié l'accord de libre-échange avec l'Europe, on ne pensait pas que chaque État et chaque Parlement au niveau des nationaux voterait sur l'accord de libre-échange. On pensait que ça passerait au niveau du Parlement européen, pouf, puis c'était fini. Et là, maintenant, on se retrouve à devoir convaincre les 27, on va dire 28, les 27 États de signer cet accord de libre-échange-là. Et c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Et maintenant, on se rend compte, par exemple, que, c'est drôle, mais la Belgique, en fait, c'est 2 parlements, et donc il faut convaincre 2 parlements. Puis, c'est drôle, en Allemagne, ils ont toutes les Länders, et toutes les Länders, on pense maintenant, ont un vote à faire sur chaque. Et donc, ça devient une négociation qui finit jamais. Ça fait penser un peu comme les 12 travaux d'Astérix avec la maison des fous où tu rentres, tu dis, je veux le formulaire B28, et là, tu te promènes de salle en salle, et là, tout le monde découvre leur propre système. Et donc, ce qui veut dire que même en signant des accords de libre-échange, le Canada, maintenant, fait face à un vent de front protectionniste qui est difficile à gérer. Et c'est pas clair que ça va être l'avenue avec laquelle on va devoir aller. Il va falloir qu'on investisse massivement dans nos relations avec l'Australie, avec la Corée du Sud, avec le Japon, et qu'on développe des relations spéciales avec tous ces pays pour pouvoir les convaincre de commercer avec le Canada.
au niveau, au niveau des intérêts, au niveau de la défense, les intérêts, comment je veux dire, égoïstes et vraiment qui sont très à court terme, c'est vraiment la protection du territoire canadien et c'est vraiment de faire en sorte qu'on demeure un État qui est protégé et qui puisse défendre tant le territoire que l'Amérique du Nord. Et ici, le gouvernement Trudeau, je crois, c'est une des bonnes choses qu'il a fait dans la politique étrangère, a mis beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens pour revamper les forces armées canadiennes et de réacheter des plateformes qui feraient en sorte que la défense du continent se fasse de façon crédible. L'un des problèmes que l'on a aujourd'hui, c'est qu'avec la COVID, il y a des échos au sein du ministère de la Défense qu'il va y avoir des coupes massives qui vont se faire au niveau de la défense. Certaines personnes disent 25% des budgets, ce qui aurait des conséquences massives sur la capacité du gouvernement canadien de faire l'acquisition des nouveaux chasseurs, des nouveaux navires et jetterait à l'eau tout le programme du gouvernement Trudeau en 2017. Et dans les faits, ces deux objectifs-là sont les objectifs majeurs du gouvernement canadien. Il pourrait faire l'économie de tout le reste et de juste se concentrer sur ces objectifs-là et ça lui permettrait d'une certaine façon d'avoir une certaine direction, au moins dans sa politique étrangère. Naturellement, on a des intérêts à long terme qui sont beaucoup plus diffus. Et ici, on peut penser à ce que un gouvernement canadien pourrait identifier ces intérêts diffus-là. Dans ma tête, je pense à, par exemple, les changements climatiques. C'est un intérêt qui est important et on va devoir mettre des moyens vers ces intérêts-là. Est-ce que c'est des intérêts qu'on devrait sacrifier, nos intérêts commerciaux ou nos intérêts de défense à court terme? Non, mais c'est quelque chose sur lequel on devrait mettre l'accent. La paix et la prospérité dans le monde, je pense qu'un gouvernement canadien devrait essayer, tant faire se peut, de participer activement à la stabilisation de la sécurité dans le monde. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait aller partout? Non. Il y a souvent cette idée au niveau canadien que tous les feux dans le monde devraient être éteints et ce n'est pas nécessairement vrai. C'est clair que d'envoyer des troupes en Europe de l'Est pour contrer la menace russe, c'est logique et ça a un impact assez important dans le temps. Participer à des objectifs de sécurité dans le Pacifique contre la Chine, ce que l'on fait en ce moment. On commence à envoyer des navires en mer de Chine et participer de plus en plus à des activités d'entraînement avec les Américains et les partenaires asiatiques. Ça a un impact à long terme. Mais d'une certaine façon, c'est pas clair que de faire toutes les missions de paix de l'ONU va permettre de bénéficier à cet objectif-là. Et d'une certaine façon, le gouvernement canadien ne le fait pas. Ce qui est étonnant, en fait, c'est que ça fait 30 ans, depuis le milieu des années 90, qu'on ne fait pas de maintien de la paix ou qu'on le fait de façon très sporadique et ça correspond de toute façon à la politique qu'on a établie, sauf qu'on n'ose pas le dire encore à la population canadienne que « Oh, by the way, on ne fait pas du peacekeeping ». La promotion des droits humains, je crois que sur le long terme, et la place des valeurs dans la politique étrangère canadienne, et c'est là, j'espère que David va être en désaccord avec moi, je pense que le monde n'a pas beaucoup d'appétit pour un Canada qui dit au reste du monde comment gérer ses droits humains et quelles valeurs le monde devrait adopter. Je pense que dans une large mesure, il y a un certain hubris et un certain manque de libéralisme. Il y a quelque chose d'intolérant à aller dans le monde et dire nous, on a le meilleur système économique, le meilleur système politique et tout le monde devrait adopter notre système parce que nous, on est bien meilleur, bien plus meilleur que tout le monde. Il y a un certain élément de colonialisme, il y a un certain élément de naïveté, d'hubrisme qui
qui bernent personne. Quand on va en Afrique, on leur dit « vous devriez faire ça, ça, ça », ils vont dire « ouais, mais attendez, là, vos communautés autochtones, c'est pas comme si vous aviez fait une patte blanche ». De la même façon où on arrive en Arabie Saoudite, on leur dit « vous devriez traiter les femmes ou les opposants de telle façon ». Et l'Arabie Saoudite dit « nous, on se fout pas mal de ce que vous pensez » et ça rentre en conflit direct avec nos intérêts économiques. Et donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que je pense que le Canada devrait passer beaucoup moins de temps à faire la promotion de ses valeurs dans le monde, où le monde s'en fout un peu, et dans le fond, devrait peut-être aligner sa politique étrangère plus sur ses propres valeurs. C'est-à-dire qu'une politique féministe de politique étrangère canadienne, ce serait une politique dont les actions du Canada sont en ligne ou sont en lien avec une politique féministe, mais de respecter d'une certaine façon que certaines communautés, certaines cultures ont différentes façons de concevoir le monde et de s'organiser politiquement et idéologiquement, et que c'est pas clair que le Canada a les bonnes réponses là-dessus. Et donc, d'une certaine volonté d'être tolérant avec le reste du monde et dans le fond, d'aligner son comportement en fonction de ses valeurs, mais de ne pas exiger des autres d'avoir cette valeur-là. Et je pense que souvent, le Canada devient un peu confus et d'une certaine façon, devrait plutôt arrimer sa politique. Et donc, par exemple, si on est vraiment un État pour qui les droits humains sont très importants, vendre des armes à un régime qui a comment je veux dire, un pedigree de respect des droits humains qui est, somme toute, pas enviable, c'est moins cohérent que de faire une diplomatie du porte-voix et essayer de leur dire « vous devriez faire ça ». On ne peut pas parler des deux côtés de la bouche. Je pense que David avait raison. On ne peut pas dire aux autres États, vous devriez protéger vos océans, faire mieux avec les changements climatiques, mais en même temps de faire le strict minimum au Canada et d'une certaine façon de ne pas faire les gestes qui correspondent à ce que nous, on devrait faire. Et donc, il y a une certaine hypocrisie qui ne berne personne au niveau international et étonnamment, les États maintenant de plus en plus sont disposés à repousser le Canada et à dire au Canada, non, on ne veut pas savoir, puis on veut que vous arrêtiez de nous critiquer là-dessus. Et d'une certaine façon, l'événement ou l'expérience de l'Arabie Saoudite nous a démontré également que les alliés du Canada, les amis du Canada, ne sont pas non plus disposés à défendre le Canada lorsqu'arrive le temps de soutenir le Canada. David avait raison, la France n'a pas vraiment aidé le Canada pendant sa campagne aux Nations Unies. Mais moi, ce dont je me souviens, c'est que la France, lorsque l'Arabie Saoudite attaquait le Canada ouvertement et coupait ses liens avec le Canada, la France, les États-Unis, l'Angleterre n'ont pas été particulièrement ouverts ou particulièrement n'ont pas appuyé vraiment le Canada. En fait, la France a dit « Ah, nous, ces deux alliés, ils vont gérer leurs problèmes comme ça » et n'ont pas pris une position de fond. Et ce qui démontre justement que cet automatisme qu'on va pouvoir être protégé par les autres États, ce n'est pas vraiment là. Et donc, dans les faits, ce serait une politique qui est beaucoup moins qui fait moins la promotion des valeurs, mais beaucoup plus centrée sur ce que nous, on est. Le dernier point sur lequel je devrais, parce que j'essaie de rester dans mon 20 minutes, hein, David, 20 minutes, c'était l'idée sur laquelle, et David a raison, ça fait 15 ans qu'on n'a pas fait d'exercice de réflexion de politique étrangère. Étonnamment, au sein des ministères et même des partis politiques, il y a un rejet de ce type d'exercice-là. Quand on parle aux gens du ministère, ils disent non, on ne veut absolument pas vouloir faire ça. Et ce qui est étonnant. Et je pense que dans ce contexte-ci, il faudrait faire deux choses. D'une part, il faut à tous les 5-10 ans faire un exercice profond de réflexion sur qui nous sommes en tant que pays, quels sont nos intérêts, nos priorités, nos objectifs et quelles sont les stratégies, les ressources qu'on va mettre
en œuvre pour atteindre ces objectifs-là. Il faut le faire. Toutes les grandes puissances, tous les États moyens sont capables de faire cet exercice-là et il faudrait le faire de façon périodique. David a raison, le Canada a perdu la capacité de réflexion politique étrangère, tant au niveau de sa société qu'au niveau de ses partis politiques, qu'au niveau de son appareil bureaucratique. Et on voit aujourd'hui, on en arrive à une politique un peu étourdie. Et donc, il faut faire cet exercice-là de fond, mais également, il faut faire une politique qui est beaucoup plus sectorielle et qui nous permettrait d'avoir une vision plus juste de certaines choses. Par exemple, les Américains, à tous les 5 ans, produisent non seulement des gros documents de politique étrangère, de direction, mais également des mini-documents de politique étrangère qui sont sectoriels. Par exemple, l'année passée, ou il n'y a pas si longtemps, les Américains ont publié leur politique sur la Chine. Les Américains ont une politique sur la Chine qui détermine voici ce qu'on pense de la Chine, voici nos objectifs, voici nos stratégies, nos ressources. Le Canada devrait faire ça aussi. C'est-à-dire, on devrait avoir un document qui dit voici quelle est notre politique étrangère envers la Chine, voici ce qu'on veut atteindre et qui nous dicte et qui nous dirige, en fait, collectivement. Et dans la mesure où c'est des exercices de réflexion beaucoup plus centralisés ou beaucoup plus ténus, ça nous permet, dans le fond, d'en faire plus souvent. On devrait avoir une réflexion, une politique sur l'Europe. Quelle est la politique européenne, canadienne? Je ne suis pas certain que j'ai une idée assez importante. Oui, accord économique, mais quoi d'autre? Je ne sais pas. Politique étrangère envers l'Asie. Est-ce qu'on en a une? On en a une, mais est-ce qu'on fait un effort de réflexion sur ça? Et donc, faire des mini-exercices qui, dans le fond, d'une certaine façon, pratiquent les muscles de réflexion politique étrangère et qui, dans la mesure où ils sont sectoriels, ça fait moins mal qu'on a à refaire et rechanger notre politique parce que, dans le fond, c'est un petit secteur. Et dans le fond, ça nous permettrait d'avoir une meilleure compréhension de notre direction. Le dernier point, c'est-il mon dernier point? Mon dernier point, il faut réinvestir en politique étrangère. Le gouvernement Trudeau a mis de l'argent pour la défense nationale. Espérons que les déficits et la COVID n'éliminera pas ces budgets-là, mais notre budget de diplomatie n'a pas été augmenté depuis 10 ans. Et en dépit du fait que le gouvernement Trudeau, lorsqu'il était arrivé à Fort Pearson, s'est fait applaudir et tous les diplomates étaient particulièrement enthousiastes d'avoir un changement de garde, dans les faits, il n'y a pas eu vraiment cet amour pour la diplomatie du gouvernement Trudeau. David avait raison, il y a une centralisation au sein du bureau du premier ministre, de la direction de la politique étrangère, et il n'y a pas vraiment de ressources qui sont données vers les ambassades, vers, par exemple, l'emploi. Une grande proportion des gens qui travaillent au ministère des Affaires étrangères, ils travaillent à contrat. Ce qui est presque inédit dans la fonction publique. Tout le monde a des postes à temps plein, mais au sein des affaires étrangères, on bouge encore beaucoup plus à contrat et les agents de politique étrangère, les concours, c'est au compte-gouttes et on limite le plus possible de développer ça. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une expertise qui se développe, il n'y a pas une volonté des gens de vraiment de mettre l'accent sur ces carrières-là, et ce qui fait en sorte que le corps diplomatique canadien, il est en désarroi, il est à toute fin pratique sous-financé. En aide internationale, le Canada n'augmente pas les budgets depuis les années Harper. Le gouvernement Trudeau n'a pas augmenté les budgets en aide au développement, ce qui fait en sorte que année après année, notre proportion du budget attribué à l'aide au développement se réduit et on ne peut pas justement faire valoir la prospérité économique des autres pays, surtout en voie de développement, et de réduire la pauvreté si on ne met pas l'accent sur ces budgets-là. Et donc, il y a un besoin de réflexion et de développer des stratégies et des priorités en politique étrangère, mais également de mettre l'accent sur ces ressources-là et de le faire vraiment avec des ressources sonnantes et trébuchantes. Et David a raison ici, je crois, et je vais voler cette idée-là, David, c'est que je ne suis pas sûr que le monde a besoin plus du Canada, mais c'est clair que le Canada a besoin plus du monde, et ce qui veut dire que nous devons réinvestir dans ces relations-là, tant au niveau du sérieux qu'on va y mettre dans notre réflexion de politique étrangère, mais également dans les ressources qu'on va y attribuer, ce que pour l'instant, on ne fait pas. Ce qui me
déplaît et ce qui me peine, c'est qu'aucun des partis politiques en ce moment ne semble mettre ça comme étant une priorité de leur gouvernement. Le gouvernement Trudeau est très heureux de ne pas avoir à faire un exercice de politique étrangère de fond et ce qui semble sortir du Parti conservateur ne semble pas également de faire ce genre d'exercice-là. Ce qui veut dire que dans les prochaines années, on va continuer à avoir ce type de politique étrangère qui réagit au monde et qui ne permet pas de faire valoir les intérêts du Canada et la place du Canada dans le monde. Mais vous pensez que l'allégeance symbolique qu'on a par rapport au Royaume-Uni empêche aussi le Canada de prendre toute la place qu'il pourrait au sein du monde actuel? Que finalement, on arrive à identifier beaucoup de leaders du monde, mais le leader du Canada n'est jamais aussi facilement identifiable que dans d'autres pays, peut-être parce qu'il y a ce problème d'allégeance culturelle avec notre voisin du Sud et d'allégeance symbolique avec le Royaume-Uni. Ça joue un rôle. David, tu as entendu la question? Oui. Tu veux, Vas-y, je réfléchis à la réponse. OK. Tu veux que moi, OK. Donc, étonnamment, il y a des gens, surtout dans le Parti conservateur, qui pensent que le retrait du Royaume-Uni des institutions européennes pourrait permettre une meilleure intégration, ce qui s'appelle, eux autres, le CANZUS, c'est-à-dire Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, US, et de faire un peu redynamiser l'anglosphère. Je pense que, étonnamment, étant québécois, c'est toujours quelque chose qui me surprend, mais il y a encore au sein d'une partie de la population au Canada anglais un certain romantisme par rapport aux institutions britanniques et par rapport à cette relation-là. Et chez les Britanniques, il y a encore comment je peux dire, ce côté un peu paternaliste de c'était notre ancien dominion et si on pouvait rétablir ces liens-là, ça serait donc bien mieux. Les Britanniques sont à la recherche de leur empire perdu et je ne suis pas sûr que les Canadiens, d'une certaine façon, ont le désir de redevenir un baby lion cub, comme ils disaient dans les années de la Première Guerre mondiale. Je crois que dans une large mesure, le Canada a bougé beaucoup plus loin par rapport à ça. Et en dépit du fait qu'on a une appartenance aux institutions britanniques et aux institutions monarchiques, on n'a pas nécessairement une appartenance au Royaume-Uni. En fait, les deux sont comme pas la même chose dans la tête des Canadiens et surtout pas dans la tête des Québécois. Et dans la mesure où de plus en plus de Canadiens viennent de pays qui ne viennent pas du Commonwealth, ça fait en sorte que cette allégeance-là s'effrite de jour en jour. Le plus de néo-Canadiens d'origine chinoise, le plus de néo-Canadiens d'origine philippine, le plus de néo-Canadiens qui viennent d'Amérique du Sud, le moins ce réflexe britannique est présent. Et chez les Québécois, un renforcement des liens avec le Royaume-Uni, c'est un grand... je sais pas, c'est une offense de lèse-majesté, à mon sens. Qu'est-ce que tu en penses, David? Oui, on se souvient que M. Harper, quand il était Premier ministre, a essayé un peu de comment faire revivre la fibre un peu britannique du Canada. On se souvient qu'au ministère des Affaires étrangères, il avait enlevé les tableaux de Pélan pour mettre celui de la reine, qu'il y avait effectivement aussi les photos de la reine dans les ambassades canadiennes. Bon, moi, je me rappelle d'en avoir discuté avec quelques personnes du système consulaire et diplomatique canadien, que ça faisait quand même doucement sourire. Donc, c'était très folklorique. Mais donc, je suis d'accord avec toi. Je pense que l'attachement au Royaume-Uni, bon, oui, il est institutionnel, mais il n'est pas nécessairement vécu sur une base quotidienne dans l'outil diplomatique canadien. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit ça la principale raison, finalement,
de la difficulté pour le Canada à se penser de manière plus autonome sur la scène internationale, je crois. Et puis je rejoins Jean-Christophe là-dessus, que c'est quand même beaucoup plus du côté de la relation avec les États-Unis qu'il faut regarder. Le Canada a grandi dans l'ombre des États-Unis et a toujours bénéficié finalement d'une relation privilégiée avec les États-Unis pour être capable euh, de sublimer un peu sa puissance finalement quand même assez modeste sur la scène internationale. Et je pense que sa difficulté aujourd'hui vient effectivement, comme le disait Jean-Christophe, du fait que l'ordre international bouge, que le système libéral ne fait plus consensus et que les États-Unis eux-mêmes semblent plus très sûrs finalement de vouloir être ce parrain bienveillant ou non que décrivait Jean-Christophe tout à l'heure. Donc je pense que effectivement, par contre, ce qui est intéressant dans la question de la relation avec le Royaume-Uni, c'est est-ce que le Canada joue tout le rôle qui pourrait être le sien, par exemple, dans l'anglosphère, au niveau du Commonwealth. Je ne suis pas du tout convaincu. Le Canada a longtemps déserté finalement le Commonwealth. Il a même, à une ou deux reprises, si mes souvenirs sont bons, boycotté les sommets pour protester. Donc, le gouvernement Harper l'avait fait, je pense, une fois, si ma mémoire est bonne. Donc, là, je pense qu'effectivement, probablement que s'il y a un aggiornamento de la politique étrangère canadienne, forcément, il devrait réfléchir à cette question de quelle est sa place dans l'anglosphère. Mais je vous dirais, quelle est sa place dans la francosphère aussi. Parce que hormis sa relation avec la France, dont on parle souvent dans une relation triangulaire un peu complexe entre le Canada, le Québec et la France, hein, le Canada a embrassé la relation avec la France, surtout à un moment donné où il s'inquiétait de voir le Québec se rapprocher de la France et la France accepter cette relation-là avec le Québec. Donc je pense que le Canada a l'avantage, et il a beaucoup d'avantages, mais il a l'avantage, je pense, d'avoir un pied dans l'anglosphère et un pied dans la francosphère. Sauf qu'on a l'impression qu'il est un peu assis sur la clôture et qu'il joue aucune des deux cartes à fond, vraiment. Donc, moi, c'est plus comme ça, un peu que je vois les choses. Ce qui m'étonne le plus, c'est que je pense que le gouvernement canadien joue bien la carte européenne. On connaît relativement bien l'Europe et lorsqu'on va en Europe, généralement, lorsque le premier ministre va en Europe, ça se passe relativement bien et généralement, on a des bons contacts avec les pays européens. Ce qui est étonnant, c'est à quel point cette bonne connaissance européenne ne se traduit pas au niveau pacifique. C'est-à-dire, on a une très piètre compréhension des gouvernements asiatiques. Et donc, lorsqu'on pense à quels sont les pôles de la politique étrangère canadienne, la relation France, la relation Angleterre est plutôt romantique. Généralement, les anglophones surjouent la relation Québec-France et toute personne qui n'est pas dans des relations Québec-France comprend mal la dualité et la complexité de cette relation qui va au-delà du petit cousin du bas du lac. Et les Québécois ont tendance à surjouer la relation Royaume-Uni et Canada anglais, qui est vers les institutions, mais pas nécessairement vers le pays. Et donc, je pense que s'il y a les deux solitudes, c'est à quel point les deux côtés comprennent mal cet attachement-là avec ces deux pays, deux des pays fondateurs de la Confédération canadienne. Ce qui est étonnant, c'est que nos relations avec l'Asie sont relativement pas très bonnes. Notre compréhension de l'Asie est relativement pas très bonne, en dépit du fait que la majorité de nos immigrants viennent en fait de l'Asie du Sud-Est ou de la Chine. Et donc, il y a ce côté, moi vivant dans l'Ouest, je le vois mieux, puis on est dans l'Ouest ici, on voit mieux comment Ottawa et le centre du Canada comprennent très difficilement le Pacifique et on voit très bien qu'ils sont vraiment, leurs relations, leurs réflexes sont vers l'Europe ou vers le Sud, mais pas vers le Pacifique. Mais ces relations-là sont de plus en plus importantes. On le voit, l'impact, par exemple, des émeutes à Hong Kong, de quelle façon ça génère énormément d'activités au sein de la diaspora chinoise au Canada, qui est prise entre la Chine continentale,
Taïwan et Hong Kong. Et c'est un problème que le gouvernement canadien est incapable de naviguer et on le voit très bien. Ils sont, en fait, à chaque fois qu'ils font quelque chose, ça offense tout le monde. On n'a pas de très bonnes relations avec le Japon quand on devrait avoir un allié naturel avec le Japon. Le Japon veut juste avoir d'autres relations qu'avec les Américains. Corée du Sud, c'est encore difficile. Même Philippines, on a de très mauvaises relations avec les Philippines. Pourtant, les Philippines, pendant longtemps, étaient la troisième diaspora ou la troisième source d'origine d'immigration directe au Canada la plus importante. Et nous, on le voit dans l'Ouest. Mais dans l'Est, lorsqu'on y retourne, il n'y a pas beaucoup de familles d'origine philippine que nous, on voit dans l'Ouest canadien. Et donc, c'est ce que David disait dans le régionalisme. Le Canada est tellement un gros pays que ces pôles régionaux, ces pôles géopolitiques ont un impact réel sur notre incapacité à penser la politique étrangère. Et on a beaucoup de difficultés à s'orienter d'une certaine façon. Peut-être que c'est pour cette raison que si on faisait des mini-politiques étrangères ou des mini-documents de réflexion de politique étrangère, ça nous permettrait d'être un peu plus cohérents parce qu'on dit, bon, OK, dans l'Ouest canadien, les gens connaissent très bien les relations avec la Chine, avec l'Asie. On peut développer une politique qui est cohérente avec ce que les gens dans l'Ouest canadien pensent. OK, dans l'Est canadien, au Québec, on connaît bien les relations France, Belgique, Québec, francophonie, et pays francophones d'Afrique. Et donc, on peut faire ça. Et donc, d'essayer de faire ces mini-exercices-là de réflexion de politique étrangère serait peut-être plus fructueux pour un pays qui a de la difficulté à trouver son pôle en ce moment. On devrait écrire ça quelque part, mais bon. David, tu connais bien l'Afrique francophone? Ouais, est-ce que tu peux me redire la question? J'ai pas bien entendu. Grosso modo, dans quelle mesure, et j'essaie de rephraser, mais qu'est-ce qui explique l'incapacité ou le manque d'intérêt du Canada pour l'Afrique francophone? Ou qu'est-ce qui explique le fait que ce type de relation-là ne décolle pas autant qu'elle devrait décoller? Et d'une certaine façon, le rejet du mandat de Michaël Jean à l'organisation, à la francophonie démontre justement que, d'une certaine façon, les pays francophones africains et aussi la France ont moins intérêt à voir le Canada jouer un rôle important dans cet environnement-là. Ouais. Alors, sur la question du retrait un peu du Canada par rapport au continent africain, je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, il faut quand même rappeler que le Canada, il y a des intérêts économiques importants. Là, je le signalais tout à l'heure, mais il y a quand même beaucoup de compagnies minières et la bourse de Toronto est largement alimentée par la présence des compagnies minières canadiennes sur le continent africain. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, mais ça soulève de grands enjeux du point de vue des droits humains qui ne font pas vraiment la manchette dans l'actualité, mais qui mériteraient qu'on s'y attarde probablement davantage. Sur la question de la relation, donc il y a eu aussi des coupures budgétaires et Jean-Christophe, tu le soulignais, donc on a fermé des ambassades, dont un certain nombre sur le continent africain. Et je pense que la raison principale, c'est que le Canada n'a pas forcément, ou en tout cas la diplomatie, une partie de la diplomatie canadienne, parce qu'il faut faire attention, comme je le disais tout à l'heure, moi dans les années 2000, je discutais quand même avec des diplomates canadiens et canadiennes qui essayaient de pousser l'agenda africain, mais qui n'ont pas réussi. Je pense que c'est surtout au niveau des gouvernements, donc successifs. On n'a jamais vu, d'une part, le potentiel économique et politique de développement d'une relation avec l'Afrique. Or, dans l'espace francophone, l'Afrique, l'avenir du fait français, ce sera ni le Canada ni l'Europe, ce sera l'Afrique. Donc, on n'a jamais vraiment vu le potentiel, ni le potentiel économique, ni le potentiel social de ce continent-là, mais surtout, on n'y voyait pas d'intérêt immédiat sur le plan de la politique partisane. Ça faisait pas beaucoup de vagues. On a des diasporas et des communautés originaires d'Afrique, évidemment, beaucoup moins, par exemple, que de l'Asie du Sud-Est
ou que d'autres communautés. Donc j'ai l'impression que progressivement, finalement, parce qu'il n'y a jamais réellement de volonté, on a déserté ce continent-là, où on y a fait finalement quelques actions sporadiques. Oui, l'aide au développement, effectivement, probablement que 18 des 20 premiers pays dans lesquels on a de l'aide au développement, c'est l'Afrique, mais c'est négligeable. Je pense aussi qu'il y a un élément en lien avec la politique de sécurité et de défense. Les pays qui sont présents sur le continent africain, notamment la France, par exemple, ils ont une présence militaire. On notera que la Chine, qui a développé son activité commerciale, a également développé notamment sa contribution au maintien de la paix des Nations Unies et aujourd'hui fait partie des gros contributeurs, non seulement financiers au maintien de la paix des Nations Unies, mais également en termes de contribution de troupes et puis d'unités de police constituées. Et si la Chine a fait ce choix-là, c'est parce qu'elle sait bien que c'est une manière de sécuriser ses approvisionnements que d'avoir une présence militaire sur le continent africain. Alors je ne dis pas que c'est bien, mais il y a eu ce calcul-là. Or, au niveau de la défense canadienne, il y a toujours eu une réticence à s'engager dans les aventures, les missions en Afrique, qui s'expliquent d'abord par le traumatisme de la Somalie, mais aussi, et du Rwanda évidemment, mais aussi par le fait que son allié naturel, les Américains, ont toujours une position aussi ambivalente vis-à-vis des opérations de sécurité sur le continent africain. Et que donc, quand les Américains ne sont pas là, le Canada se dit est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Et à plusieurs reprises, d'ailleurs, les Nations Unies ont proposé au Canada de prendre le commandement, notamment de la mission en République démocratique du Congo. Je pense qu'ils ont proposé aussi le Mali. Je me demande si à un moment donné, il n'a pas été question de la Centrafrique aussi. Et puis finalement, on s'est aperçu que le Canada disait non, 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 ça ne me tente pas trop. Donc, je dirais qu'il y a une conjonction de facteurs qui font que le Canada n'a pas du tout exploité l'histoire de sa relation ou de ses relations bilatérales avec l'Afrique. Il en a au Mali, il en a au Sénégal, etc., même avec d'autres pays, l'Afrique du Sud. Ça, c'est quand même incroyable, alors que le Canada a été un des fers de lance de la lutte contre l'apartheid. Que Mandela a toujours cité le Canada en exemple dans le combat contre l'apartheid. On a complètement en fait l'impression qu'aujourd'hui, on ne sait même plus où c'est sur la carte que l'Afrique du Sud. Donc c'est quand même assez surprenant. Et à mon avis, dans une façon de penser la politique étrangère, c'est clair que, alors s'il fallait faire effectivement un papier sectoriel, il faudrait en faire un sur l'Afrique. Et sur l'Afrique francophone. Au sein de la francophonie, je pense que c'est différent. Le Canada perçoit quand même l'Organisation internationale de la francophonie et l'exploite pas parce qu'il a l'impression quand même que la France est très présente. Il y est, comme je le disais tout à l'heure aussi, à l'origine, il faut se rappeler, parce que le Québec y était, et que donc il y voyait une menace directe du point de vue de la relation entre Ottawa et Québec. Mais bon, sur la question de Michaël Jean, pour répondre, je pense qu'il y a d'autres facteurs qui tiennent peut-être aussi à des choses qui sont internes à l'organisation et qui relèvent moins de la haute politique que de la basse politique pour le coup. Donc je ne m'étendrai pas trop sur ce sujet-là. Mais donc, à mon avis, il y a toute cette conjonction de facteurs-là. Et encore une fois, je pense que c'est parce qu'on a un tropisme et que le tropisme, comme le disait tout à l'heure très bien Jean-Christophe, a été soit le Sud, soit la relation transatlantique. Et il y a un impensé au niveau soit de la relation pacifique ou de la relation avec l'Afrique. Et le Canada ne voit peut-être pas bien ce qu'il peut retirer finalement, à l'exception faite de ce que je disais, là, de la question minière, retirée de l'Afrique. Mais à mon avis, c'est un très très mauvais calcul de sa part. Mais je sais qu'au sein de l'outil diplomatique, encore une fois, il y a beaucoup de diplomates qui sont d'accord avec cette perception-là, mais visiblement le message n'a pas réussi à monter d'un niveau. Et le fait que Justin Trudeau ait pris autant de temps à aller en Afrique, que Stephen Harper, je ne sais même pas s'il y a mis les pieds, peut-être une fois dans un voyage, il l'a fait, j'imagine, je ne me souviens plus bien, mais assez tardivement aussi. Donc c'est quand même la preuve que l'intérêt est extrêmement limité, mais au niveau vraiment du pouvoir exécutif. Je pense que l'outil diplomatique, lui, serait beaucoup plus ouvert.
C'est étonnant parce que si on réfléchit à la France, elle est, comme David le dit, elle a des OPEX un peu partout en Afrique francophone. Ce serait très facile pour le gouvernement canadien et les forces armées canadiennes de s'arrimer à des parties de l'Afrique, aller à Djibouti, aller au Tchad, aller au Mali avec les forces françaises et dans le fond de faire un truc bilatéral qui est pas OTAN, qui est pas ONU, qui est pas américain et qui permet aux forces armées canadiennes d'avoir des relations privilégiées avec les Français et qui permettrait dans le fond de non seulement dynamiser la présence canadienne en Afrique, mais également d'améliorer la relation des forces armées canadiennes avec les forces armées françaises. Et je suis persuadé que les Français seraient très contents d'arrimer des groupes, des contingents canadiens, francophones, dans leurs diverses missions à travers l'Afrique et ils accepteraient ce genre de relation-là. Ouais, mais c'est quand même des cultures opérationnelles très différentes qui sont différentes et l'intégration entre l'armée américaine et l'armée canadienne, évidemment, crée un réflexe au point de vue de l'état-major canadien qui tend à, je dirais, être un peu omnubilé par la coopération avec les Américains, dans une moindre mesure les Britanniques aussi. Et les Français sont un peu la troisième roue du carrosse, mais cela dit, on a vu quand même que ça n'a pas empêché le Canada, comme en 2003, de refuser d'aller dans c'était pas le continent africain, mais d'aller avec les États-Unis et les Britanniques, et de plutôt effectivement prendre la même posture que la France. Mais vraiment sur le cas de l'Afrique, même pour moi, je vous dirais, je vous ai donné des bribes d'explications, mais ça reste quand même un peu un mystère. Ce manque surtout quand on regarde finalement les valeurs que promeut le Canada à l'international. C'est extrêmement cohérent avec une présence accrue ou des relations accrues, on va dire, en Afrique. Mais même en Amérique du Sud aussi, hein, vous noterez quand même, on a finalement pas vraiment développé cette relation-là, alors qu'on peut penser que c'était la région naturelle un peu du Canada. Pas juste au sein de l'Organisation des États américains, mais dans cette relation bilatérale. On l'a vu du reste sur le dossier vénézuélien, avec la prise de position du gouvernement. Il y a toujours eu, comme j'ai l'impression que c'est une relation d'amour inachevée complètement avec l'Amérique du Sud. On a toujours commencé, fait quelques énoncés de principe, puis finalement, on n'a jamais vraiment poursuivi cet effort. Tout nous a toujours ramené soit vers les États-Unis, soit vers la relation transatlantique. Bon, la Chine aussi quand même, il faut le rappeler, parce que nonobstant le fait qu'on n'a pas une grosse relation avec l'Asie-Pacifique, ça reste quand même notre deuxième partenaire commercial et qui est monté assez haut dans les échanges, quoi. Donc là aussi, ça montre que, si vous voulez, pour moi, l'Afrique et l'Amérique latine, là, ça reste un peu deux mystères de la politique étrangère canadienne. David? Ouais, est-ce que tu peux me répéter la question? En fait, c'est une question qu'on a souvent en politique étrangère canadienne, c'est-à-dire la concordance des administrations canadiennes, des gouvernements canadiens et des administrations américaines, et dans quelle mesure l'affinité politique ou partisanerie des administrations et des gouvernements permettent de lubrifier la relation ou fait en sorte que la relation n'est pas particulièrement bonne. Oui, c'est le grand débat entre l'agent et la structure. C'est clair. L'histoire récente, je pense, montre que, indépendamment finalement des personnes qui sont à la tête des administrations dans chacun des deux pays, les affaires continuent quand même, enfin jusqu'à présent. J'avoue qu'avec l'administration Trump, il y a un petit défi intellectuel là, qui s'offre à nous. Mais jusque-là, même quand les relations étaient un peu tendues, par exemple, Chrétien-Bush, Obama-Harper, etc., ça continuait de fonctionner quand même parce qu'il y avait un intérêt commun partagé et une forme d'interdépendance quand même entre les deux pays, même si l'interdépendance est asymétrique. Je me rappelle que Chrétien racontait ça au moment où il se préparait à dire non à l'intervention canadienne en Irak aux côtés des Américains et des Britanniques. Il recevait beaucoup de pression, hein, à la fois des gens d'affaires, y compris même aussi des militaires, etc. Beaucoup de gens disaient non, il faut y aller, on ne peut pas trahir les Américains, sinon ils vont nous sanctionner sur le plan économique, ça va être terrible. Et là,
Chrétien avait dit à l'époque, « Amenez-moi la liste des produits que les Américains nous achètent et dont ils n'ont pas besoin. » Et il a toujours raconté ça, la liste n'est jamais arrivée sur son bureau. Pourquoi? Parce que, et malgré tout, finalement, malgré le fait que le Canada n'aille pas en Irak en 2003, il n'y a pas eu de conséquences si terribles que ça pour le Canada. Donc je pense que les affinités, c'est important, évidemment, mais ce n'est pas important au point de déstabiliser la relation. Ce qui est différent dans le cas de Donald Trump, c'est que nonobstant la personnalité de Donald Trump, qui est clairement incompatible avec celle de Trudeau, Donald Trump pousse un agenda très protectionniste et extrêmement agressif vis-à-vis du Canada. Donc je dirais que dans le cas de Trump et de Trudeau, c'est moins, à mon avis, hein, mais je fais une lecture, je ne suis pas spécialiste de la politique américaine, donc je fais attention, mais c'est moins finalement l'opposition entre les deux personnalités et les styles que réellement l'agenda économique de Trump qui, comme le disait tout à l'heure Jean-Christophe, vraiment serre la vis sur le plan des relations économiques, mais impose des taxes et puis a un agenda effectivement super protectionniste. Donc dans ce cas-là, finalement, c'est vraiment moins la personnalité que la politique que pousse Trump, qui aujourd'hui rend l'administration canadienne extrêmement nerveuse et complexifie énormément la relation entre les administrations. Et là, ce que moi je perçois, c'est que ce qu'on ne pensait pas qui arriverait avec les États-Unis, c'est que finalement on pensait que la fonction de président aurait un impact sur la personnalité de Trump. En tout cas, moi je le pensais que finalement il allait y avoir une présidentialisation de Trump. Je me leurrais un peu, mais alors je ne dis pas que évidemment ça allait en faire une présidence normale, mais en tout cas une présidence peut-être un peu moins surprenante. Or, on s'aperçoit en fait que c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'il y a une trumpisation de l'administration américaine et d'un certain nombre de pans de l'administration américaine qui, là, effectivement, vient créer des tensions avec l'administration canadienne, y compris sur le plan de la sécurité et de la défense, où on se méfie de plus en plus de l'information, du renseignement qui nous vient des États-Unis, etc. Enfin, où il commence à y avoir des vrais défis à l'heure actuelle. Donc, mais là, encore une fois, à mon avis, oui, ça tient à la personnalité, mais ça tient surtout aux décisions que l'administration américaine est en train de prendre. Il y a beaucoup de travaux sur cette question-là. Une des choses que et comme David le disait, l'une des choses dont on se rend compte, c'est que la relation Canada-US, elle est comment je peux dire, elle est tellement intégrée à divers niveaux, au niveau des provinces, au niveau des États, au niveau des gens d'affaires, que une administration, même si il n'y a pas de concordance au niveau partisanerie, n'affecte pas trop la relation de fond entre les Canadiens et les Américains. Et dans une large mesure, les études démontrent généralement que les Américains ont beaucoup de difficultés à utiliser cette relation-là pour faire du leverage sur divers enjeux. Où est-ce que j'aurais un bémol sur la position de David, c'est que dans certains cas, lorsqu'il y a une fenêtre d'opportunité où les deux administrations se chevauchent, et là, il y a un moment béni de régler des problèmes qu'on n'est pas capable de régler au niveau de l'administration. Par exemple, Mulroney, Reagan sont capables de mettre en place des mesures pour sauver l'Arctique, des mesures pour réduire les émissions contre la couche d'ozone. Il y a comme un moment très important où ça permet d'être fait. Quand Harper est arrivé au pouvoir en 2006, lui et Bush fils ont signé un accord rapide sur le bois d'œuvre et qui a permis de régler le bois d'œuvre pour au moins 10 ans, qui était un truc qu'on n'avait jamais été capable de faire avant. Quand Trump est arrivé au pouvoir, le pipeline Keystone a été approuvé et ça a été rapide. Quand Trudeau est arrivé au pouvoir avec Obama, changement climatique, les accords de Paris, ils ont été capables de trouver un moment magique pour faire un truc. Et donc,
dans la mesure où ça fait pas en sorte que la relation est particulièrement mauvaise ou particulièrement bonne, il y a comme des petits moments où, quand ils se chevauchent, on réussit à régler un problème, un dossier épineux où les gens ne sont pas prêts à dépenser du capital politique pour régler ça. Le problème qu'on a, c'est que si on regarde dans les 30 dernières années, le dernier chevauchement complet était quoi? Chrétien-Clinton. Et donc, c'était ça, c'est-à-dire les années 90, 30 years. Mais c'est également probablement le fait que pour l'administration américaine, le Canada est de moins en moins important et de moins en moins pertinent pour développer des relations. C'est-à-dire que dans la mesure où on est concentré vers le Mexique, ça fait en sorte que, bon, est-ce que je veux dépenser mon capital politique pour régler tel dossier avec telle personne à Ottawa? Bof. Et il passe à autre chose. Et dans le fond, la relation reste gérée généralement par des fonctionnaires et par des niveaux beaucoup plus bas. Et j'imagine qu'on va avoir les mêmes choses dans l'avenir, mais depuis 25-30 ans, on n'a pas été capable de chevaucher les administrations. Et donc, puis David a raison, c'est une question de est-ce que la structure est particulièrement solide pour faire en sorte que les gens ne peuvent pas la faire dérailler? Et la réponse est toujours, ben, c'est les deux. C'est-à-dire que la structure elle est importante et ça stabilise la relation Canado-US de façon très importante. Nos relations, par exemple, les forces armées canadiennes avec les forces armées américaines sont très, très, très intégrées. Et en dépit de ce que tous les gens à Ottawa et Washington disent, les gens au Pentagone et les gens au sein de la Défense nationale s'en foutent un peu puis ils font leur petit truc. Il y a un niveau de normalisation de cette relation-là qui est à toute fin pratique dont je demeure optimiste. Je dis, bon, ben, c'est une bonne chose qu'on ait ces relations-là qui sont relativement bonnes. Mais au niveau des agents, c'est vrai que parfois, des administrations américaines ou des gouvernements canadiens sont capables de régler un problème pressant dans cette relation bilatérale qui est généralement relativement bonne. Ce qui m'inquiète, c'est que les démocrates et le penchant des démocrates aujourd'hui à aller vers la gauche et très vers la gauche fait en sorte que je ne suis pas persuadé qu'il va y avoir une différence assez importante, à tout le moins de la politique économique, entre Trump et Biden. Et ça, pour les Canadiens, moi, si j'étais les conservateurs ou les libéraux, je me gratterais en me disant comment nous, on va faire pour faire avancer les intérêts du Canada avec un partenaire commercial qui, de plus en plus, a tendance à des tendances protectionnistes tant vers la gauche que vers la droite. Et ça, c'est un problème dont le Canada devra gérer pour les prochaines années, pour les prochains 10 ans. Est-ce que tu as compris la question, David? C'était en fait la cohérence entre les intérêts commerciaux canadiens et la volonté de promouvoir les droits humains. Et dans le fond, est-ce qu'on serait prêt à sacrifier nos intérêts canadiens? Je pense que c'est ça la question. Est-ce qu'on serait prêt à sacrifier nos intérêts canadiens pour des intérêts commerciaux? Des intérêts commerciaux. J'ai une théorie. Tu veux-tu essayer de répondre? Considérant le régionalisme canadien, les Canadiens, dans différents niveaux du pays, sont prêts à sacrifier les intérêts économiques de d'autres régions pour promouvoir les droits humains. Et donc les gens dans l'Est canadien sont prêts à sacrifier l'intérêt économique de l'Alberta et le pétrole pour faire valoir des intérêts commerciaux. Ils sont prêts à sacrifier les intérêts économiques, disons, de la Colombie-Britannique vers ses relations avec la Chine pour faire valoir les droits humains. De la même façon que de certaines personnes, dans certaines parties de la population canadienne, sont prêts à sacrifier, au Québec, à sacrifier les intérêts du sud de l'Ontario pour promouvoir les droits humains en Arabie saoudite. Et c'est là que je trouve qu'il y a un problème de cohérence dans la politique étrangère canadienne où on essaie de parler des deux côtés de la bouche. Ça se dit ça en français?
Ouais. De parler des deux côtés de la bouche, dans la mesure où on veut engager la Chine au niveau commercial et pouvoir également dire à la Chine que ce qu'ils font avec les droits politiques, avec les populations musulmanes, c'est pas bien. On veut vendre des armes à l'Arabie Saoudite et recevoir l'argent. 15 milliards de dollars, c'est pas rien, mais c'est également une région de l'Ontario qui est excessivement névralgique. Mais également pouvoir dire à l'Arabie Saoudite que ce qu'ils font, c'est pas bien au niveau des droits humains. Et je pense que pendant longtemps, le Canada a été capable de faire ça, et principalement parce qu'il y avait quand même cette volonté de l'ordre libéral qui était maintenu par les États-Unis, puis il y avait quand même une alliance occidentale assez forte d'arrimage sur ces intérêts-là de droits humains, ce qui me semble être moins évident maintenant. Maintenant, on peut vraiment avoir un État comme l'Arabie Saoudite couper ses relations commerciales avec le Canada et avoir tous les amis du Canada faire « Oh, mais moi, la France, je veux quand même garder mes relations bonnes avec l'Arabie Saoudite parce que moi aussi, je vends des armes et donc je ne vais quand même pas froisser les gens du royaume. » Et c'est pour ça que, à mon sens, surtout dans un monde qui n'est plus aussi favorable aux opinions canadiennes en matière de droits de la personne et droits politiques, fait en sorte qu'on doit soit arrimer notre propre comportement en fonction des valeurs que nous, on a. Nous, pour nous, c'est important tel truc et on va arrimer notre politique en fonction de ça, mais en même temps de laisser la politique du porte-voix et de laisser les autres pays décider ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce que tu en penses, David? Je suis persuadé que tu n'es pas d'accord. En partie, si, je suis d'accord en partie. Je pense que quand le gouvernement Harper est arrivé au pouvoir, il a essayé d'avoir une diplomatie basée sur une certaine clarté morale, notamment la question des droits humains. Il a tensé la Chine. Rapidement, il est quand même revenu en arrière parce qu'il s'est aperçu que les conséquences en termes de relations économiques étaient quand même très, très compliquées à gérer. Donc, pour répondre à la question de notre collègue, est-ce que le Canada est prêt à sacrifier ses relations économiques sur l'autel des droits humains? Je pense qu'il n'en a jamais fait la démonstration. Est-ce qu'il pourrait le faire? Ça, c'est une question qui est très normative. Je veux dire, on a chacun notre point de vue là-dessus. Moi, je pense que la question pourrait être posée différemment. C'est dans quelle mesure est-ce que le Canada pourrait profiter de bonnes relations économiques avec certains pays pour essayer de pousser l'agenda des droits humains? Alors, c'est ce que Chrétien proposait de faire un peu, en disant derrière les portes closes, je discute des droits humains avec les Chinois. Bon, on ne peut pas dire que ça a été particulièrement efficace. Je pense que c'était surtout une posture pour essayer de dire aux ONG et à la société civile, si, on en parle quand même un peu, notamment parce qu'on sait que Falun Gong est quand même très très présent aussi au Canada et tout. Un certain nombre de communautés diasporiques qui sont quand même oppressées par le gouvernement chinois. Donc bon, moi, j'y crois pas trop. Moi, je suis comme toi, je pense que je suis assez sceptique à l'effet de dire si on a une bonne relation économique et politique, on va être capable de ouvrir les yeux de notre partenaire sur la question des droits humains. Je ne l'ai pas vu beaucoup quand on a poussé sur la question sud-africaine et de l'apartheid. Là, effectivement, il y avait moins d'intérêt économique en jeu. Il y avait une relation politique en jeu. Donc, le Canada a pris quand même vraiment une position assez ferme là-dessus. Alors oui, dans le cas de l'Arabie Saoudite, probablement, effectivement, que la solution la plus cohérente aurait été de dire, écoutez, vendre des armes à un pays qui est... C'était pas des armes, c'est des blindés qui supposément n'étaient pas armés. Mais vendre des armes, en tout cas du matériel potentiellement militaire de guerre à un pays qui pourrait l'utiliser contre sa population, là, il me semble qu'ils ont poussé l'incohérence très loin. En fait, c'est ça que je vous dirais. Sur le spectre de l'incohérence, mettons qu'il y a des zones grises. Là, à mon avis, on a dépassé un peu la limite de ce qui est acceptable si vraiment on pousse l'agenda des droits humains. Et tu n'as pas tout à fait tort sur la question de la régionalisation un peu. La preuve, c'est que qui pousse la demande contre le gouvernement canadien sur la question en justice, c'est Daniel Turp. Ouais. Donc,
un ancien homme politique souverainiste très marqué et qui, je pense, le fait parce qu'il est réellement pour les droits humains. Je ne lui prête pas de mauvaises intentions, mais symboliquement, ça illustre un peu, je pense, ce que tu Ouais. C'est disais la même tout à chose l'heure. avec les compagnies minières qui font des fortunes en Afrique comment je peux dire, en laissant de côté leur empreinte environnementale et des droits humains. Et du coup, Toronto et l'Est sont plus ou moins disposés à jeter un éclairage sur ces questions-là. Et donc, je crois que dans un monde où la protection du Canada naturel n'est plus aussi assurée qu'on le pensait, je pense que ce type j'appellerais ça de l'hypocrisie peut-être, au moins de l'incohérence, arrive de moins en moins, on peut s'en tirer de moins en moins, et les États qui font les frais des admonitions du gouvernement canadien de plus en plus vont repousser, ils vont de plus en plus couper ses relations avec le Canada. Et du coup, c'est à nous à décider de ce que nous, on veut faire et comment nous, on veut gérer notre relation. Soit qu'on devient complètement mercenaire et on met l'accent sur sur notre capacité de la prospérité canadienne, mais d'une certaine façon, on accepte qu'on va absolument demeurer silencieux face aux abus de droits humains, ou on décide de dire, ben, nos relations commerciales avec tel pays, on peut les sacrifier, puis bon, c'est quelques milliards, mais on va prendre une position de principe sur ces enjeux-là, et c'est tout. Et le gouvernement canadien est incapable de faire ce type de choix-là. En partie parce qu'on n'a pas de politique étrangère de toute façon qui permet aux gens de dire, ben, ça c'est important, ça c'est pas important, donc on va faire ça. Il n'y a pas de priorisation dans l'esprit. On essaie de tout faire en même temps et on en arrive à barboter au lieu d'aller quelque part au niveau du lac. On va dire une politique de barbotage, quelque chose comme ça. Cela dit, le Canada est capable de défendre les droits humains. À mon avis, il a intérêt à le faire. La question, effectivement, comme la question posée, c'est qu'est-ce qui se passe quand cet agenda des droits humains-là vient se confronter avec les intérêts économiques immédiats. Là, c'est plus compliqué. Mais je pense que tu as raison. Tu donnais l'exemple des compagnies minières canadiennes à l'étranger sur l'empreinte environnementale, la question des droits humains. La première chose que le Canada devrait faire, c'est de s'assurer qu'elle respecte effectivement les propres normes que le Canada exige. Donc, il y a eu des affaires, on ne va pas citer le nom de compagnie, mais aussi de corruption de grandes compagnies canadiennes à l'étranger. Et on a vu qu'effectivement, alors après, on sort le concept de responsabilité sociale des entreprises, mais on sait très bien que dans les faits, les avancées en matière de responsabilité sociale des entreprises à l'étranger sont extrêmement faibles et extrêmement lentes. Bon, cela dit, je ne suis pas prêt à blâmer simplement le Canada. Là, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. On a des pays alliés, là non plus, je ne donnerai pas de nom, qui ne sont pas beaucoup plus exemplaires en la matière aux quatre coins du monde. Mais bon, c'est sûr qu'il y a des incohérences que les pays comme évidemment la Chine et autres soulignent régulièrement en disant, regardez, effectivement. Mais je crois qu'il n'y a pas de position extrême dans ces cas-là. Il faut trouver une conciliation. La question, c'est comment. Là, c'est plus compliqué. Merci beaucoup à Christophe et à David, c'était très intéressant et c'est un plaisir de vous recevoir à l'Alliance française virtuellement et en petit comité. Ouais. Merci. Merci beaucoup tout le monde et puis j'espère qu'on arrivera à se voir en vrai un de ces jours. Il faudrait bien pouvoir voyager bientôt puis que je puisse retourner au Québec un peu. Bon. Merci encore aussi pour l'invitation et puis au plaisir tout le monde. Moi je vais me coucher maintenant. Oui, c'est vrai. Hein? Bonne soirée David. Salut tout le monde, merci, bye.